Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Audrey, comment vas-tu ? Bonjour Baptiste, ça va super et toi ? Écoute, ça va plutôt pas mal. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on va beaucoup parler futur du travail, futur des bureaux aussi, et quelle place ont nos bureaux dans notre travail aujourd'hui et demain. Au moment où on enregistre cet épisode, alors ça date d'il y a quelques jours, mais on a tous, je pense, lu une communication de notre cher Elon Musk Oui, ça qui faisait longtemps invitait qu'on n'avait pas les entendu parler de lui. qui invitait donc les employés de Tesla à revenir au travail au moins 40 heures par semaine, avec effectivement une communication, on va dire plutôt directive. C'est le bon mot. Ce que je te propose, Audrey, on va pas tout de suite parler d'Elon Musk, c'est quand même Mais on va parler en de ton parler, hein. parcours. On le remet. On le remet à l'ordre du Ah, jour. super. Parler de ton parcours. Aujourd'hui, tu es la CEO, la cofondatrice d'Official, qui est une solution. Alors, on dit une prop tech, je crois. Une On solution dit une pour prop aider les tech, une organisations. HR tech, surtout HR, parce que Voilà. l'idée c'est que Ok. les équipes se retrouvent. Dac. Donc, à fond sur le sujet du travail en mode hybride, du rôle du travail. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant qu'avant ça, tu étais General Manager de WeWork en France, si je me trompe pas. Oui, en France et en Europe du Sud. J'ai géré la France, Ouais. l'Espagne, l'Italie et la Belgique. Donc j'ai un petit spectre pour voir comment on travaille dans cette zone. Ok. Alors, moi, j'ai fait une intro super courte sur ton parcours. Est-ce que tu veux nous détailler un petit peu d'où tu viens, alors ton cursus, les premières expériences que tu as eues, et puis ce qui fait qu'aujourd'hui, tu t'intéresses à ce sujet, alors sous le prisme, comment dire, on va dire immobilier plus RH de ce que ce que sont nos bureaux demain. Absolument. Alors, du coup, je vais pas en faire 2 heures sur le parcours. Moi, j'ai commencé en agence de com. Je faisais du planning stratégique et je me suis assez vite orientée vers le digital avec une première expérience à la Caisse des Français de l'étranger, donc une caisse de sécu pour les expats, pour lequel j'ai tout digitalisé. Et je pense que le fil rouge dans ma carrière, c'est la création de communautés. Donc, création d'une communauté d'expats qui va bénéficier du meilleur système de protection sociale au monde, qui est le français, évidemment. Ensuite, je suis partie dans la tech pour y rester, où je suis allée chez Living Social, qui était le gros challenger de Groupon. Donc, pareil, créer des communautés d'acheteurs qui allaient trouver des super opportunités pour faire des activités, manger au restaurant moins cher, parce qu'ils se groupaient et qu'ils voulaient faire la même chose. Et ensuite, je suis partie un petit moment dans l'univers des box beauté. Donc, j'ai fait ça chez Birchbox, mais aussi chez Glossybox, donc Roquette Internet. C'est intéressant de parler de Roquette Internet parce qu'ils ont probablement un des pires track records en management. Et donc, du coup, j'y suis allée pour disrupter un petit peu ça et faire en sorte que les gens se sentent mieux. Et après cette expérience Rocket avec Glossybox, je suis partie dans un univers qui n'a rien à voir et qui va plus intéresser notre sujet. C'était WeWork. Du coup, moi, j'y suis arrivée pour les débuts en France en 2017. Et donc, j'ai opéré et fait grandir un territoire qui s'étend de la France en passant par la Belgique, mais aussi en Espagne avec Barcelone et Madrid et Milan. Et ça faisait, à la fin, quand j'ai quitté WeWork en 2020, une trentaine d'espaces avec plus de 3000 entreprises, 50 000 membres qui vivaient dans ces espaces du travail du futur.
Et je pense que WeWork est assez bien connu pour ça, c'est disrupter l'immobilier de bureau. Donc ça, je pense que ça va nous intéresser dans nos échanges. Et puis, moi, j'ai quitté WeWork en 2020 parce que le travail hybride m'a passionnée et surtout cette possibilité de pouvoir choisir, quand notre activité le permet, l'endroit d'où on travaille et de gérer au mieux nos moments calmes, nos moments de deep working et les moments où on a besoin de créer du sens autour d'un collectif. Donc, quand tu me demandais si on est plus une prop tech qu'une HR tech, moi, je ne vais pas gérer des mètres carrés avec la solution d'Official, mais gérer des équipes et des gens qui ont envie de se retrouver ou pas se retrouver, mais en tout cas, faciliter ces moments collectifs. Hyper clair, merci beaucoup pour le flashback et le fast forward du coup. Non, mais on va rentrer les deux pieds dans le sujet. Donc là, effectivement, alors, tu as commencé, je pense, Official en 2020, ça correspond à nos années Covid 2019. Si les Ouais, gens c'était écoutent super. ça dans le futur, juste expliquer qu'effectivement, on sort de un peu plus de 2 ans un petit peu plus compliqué, qui a eu un vrai effet accélérateur sur le travail à distance. Effectivement, on est parti tous à distance, puis on est revenu, puis on est reparti, puis maintenant on a, semble-t-il, des modes de travail qui commencent à se pérenniser. Mais encore une fois, c'est des mouvements quasiment pendulaires. Ouais, On pour moi, a on est, tu vois, sur une échelle de 0 à 10, on est à 0,2 de la maturité du travail hybride. On est Mm. tous ensemble en train d'apprendre ce que ça veut dire pour nous, de façon individuelle, mais collectivement aussi au niveau des entreprises, puis au niveau des bureaux et au niveau de la ville, probablement, et du territoire quand on l'élargit. Donc, on a encore beaucoup de choses à observer. Moi, j'ai vu 3 phases. Il y a eu ce moment de la glaciation qui était où, le Covid, où on était tous chez nous de toute façon par obligation, en tout cas tous ceux qui avaient un métier qui était réalisable à distance. Puis ensuite, il y a eu ce moment où il y avait les jauges au bureau, donc on pouvait revenir au bureau, mais alors on est passé des jauges à 30%, 50%, puis 70%, etc. Et puis là, on est dans cette nouvelle ère qui est bien consolidée maintenant que les Américains, comme nous, sont revenus au bureau depuis mars. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a la liberté de revenir au bureau, qu'on a même arrêté de porter des masques et de désinfecter chaque mètre carré à chaque fois que quelqu'un touche une poignée de porte. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que le choix est porté sur l'individu de revenir au bureau ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les entreprises ont eu le temps de faire l'épreuve de leur fameux accord télétravail. Parce que tu sais, il y a beaucoup de boîtes qui avaient travaillé sur ces accords ou retravaillé sur les accords, mais ils n'avaient même pas eu l'occasion de vivre vraiment ce 2-3 jours, qui est la majorité des accords. Alors, soit 2 jours au bureau, soit 2 jours à la maison et inversement. Là, ça y est, ils commencent à observer ce que ça veut dire en vrai pour la vie collective. Et c'est pas toujours facile. Ouais, non, c'est pas toujours facile, et surtout, alors, nous qui baignons un petit peu dans le sujet aussi, moi j'ai observé, et je veux bien ton avis là-dessus, il y a un vrai sujet d'équilibre à trouver entre ce qui est du ressort de l'organisation et ce qui est du ressort de l'équipe. Alors, on peut parler du manager ou juste simplement que l'équipe se coordonne pour trouver son mode de fonctionnement. Et en fait, effectivement, alors je pense que les accords télétravail et dans un bon sens, la fin des systèmes de jauge a orienté un petit peu ce qu'est le travail en mode hybride, avec des fonctionnements à 2, 3, 4 jours par semaine possible de télétravail pour son équipe. Il y a une grosse partie quand même là-dessus, c'est de dire, ok, demain j'ai une partie de mon équipe à distance, comment on s'organise pour travailler? Je sais pas si tu observes la même chose, et tu vois, si tu as des pistes, tu commences à avoir des choses émerger sur ces principes-là, de dire, en fait, il y a un cadre global, et dans le cadre, il faut quand même des degrés de liberté pour chacune des équipes, parce que chaque contexte est différent. Il y a des gens qui peuvent télétravailler, d'autres qui peuvent pas télétravailler, et puis même, même au niveau individuel et personnel, on n'est pas tous à l'aise dans le rythme de l'autre, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ce que j'observe, c'est que les accords ont eu l'avantage de créer un cadre.
qu'on peut contester ou pas, mais en tout cas, ce 2-3 jours fixe au moins un ensemble de règles. Que ce soit assumé ou non, c'est globalement le chaos. Gérer ces 2-3 jours, même si le cadre s'est formalisé, c'est au manager maintenant de prendre les rênes de l'organisation de ces 2-3 jours. Et force est de constater que c'est quasiment impossible de le faire respecter. Un, parce que on n'a pas d'outils ou pas d'outils majeurs, et je ne parle pas d'official, parce que évidemment que nous, on va aider à réaliser ces accords, mais c'est surtout que la contrainte individuelle vient toujours surpasser le cadre. Et je donne des exemples, mais nous, on observe et on accompagne des boîtes qui sont toutes petites jusqu'aux plus grosses. On accompagne des boîtes du CAC 40, on accompagne des grosses banques, etc. Et on voit que même quand on a un cadre fixé, au final, c'est l'individu qui va finir par dire bah oui, on avait dit qu'on se voyait jeudi, mais en fait, moi, jeudi, j'ai ma belle-mère, j'ai mes enfants, j'ai une formation, j'ai je sais pas quoi. Total, c'est dans les faits extrêmement complexe de se retrouver et de créer ces moments collectifs que pourtant on s'accorde tous à considérer comme importants. Ce qui fait que toute la pression, elle est fixée sur le manager, à qui la boîte dit bah, fais en sorte de respecter les accords, et à qui les équipes disent oui, mais moi, enfin, j'ai des contraintes que l'équipe ne peut pas résoudre ou ne peut pas supplanter. Ce qui fait que, pour rebondir sur ce que tu disais en intro sur Elon Musk, moi, je pense qu'on m'attendait plutôt sur oh là là, mais Elon Musk, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrainte où tu vas obliger tout le monde à revenir au bureau 40 heures par semaine? Et moi, j'ai tendance à dire une règle très claire, comprise de tous, avec une raison bien expliquée et une mission derrière. Moi, ça me plaît plutôt pas mal, en fait, que chaque entreprise, au lieu de copier-coller les accords qui ont été décidés dans toutes les boîtes, c'est d'en faire un vrai étendard de la culture. Ça me choque pas qu'Elon Musk dise nous on construit des bagnoles et il y a des mecs sur la chaîne, et donc d'être à leur côté quand on crée les fonctions support, c'est pas complètement stupide. Et ça a l'avantage de créer un cadre hyper clair. Ce 40 heures, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pouvoir bosser de chez toi, mais ça veut dire qu'on t'attend en présence pour que la culture de la boîte soit respectée. Comme je comprends complètement les boîtes qui disent nous, on est 100% remote parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que on se retrouve ou qu'on dépense de l'argent pour voyager partout à travers la Terre et se mettre dans une salle de réunion pendant 2 jours. Donc, moi, En fait, le vrai sujet, c'est pas tellement est-ce que c'est un jour, 2 jours, 4 jours, 7 jours. C'est plutôt le fait que ce soit incarné. Et là, en l'occurrence, avec l'exemple qu'on a repris là d'Elon Musk, mais je pense que quand tu parlais des boîtes 100% remote, c'est aussi des boîtes qui ont une culture très forte et qui est incarnée souvent par leur leadership, par leur patron, par les patrons des différentes BU. Et je pense que c'est aussi ça le point qui est important. Il y a un côté exemplarité. C'est-à-dire que quand une grosse boîte fait un accord de 2 jours de télétravail et qu'en fait, de toute façon, Comex, ils sont 100% au bureau, bah en fait, ça tient juste pas. Parce qu'en c'est réalité, il y a une exactement différence ça. entre ce qui est prôné et la réalité des faits. C'est si tu sais où tu vas retrouver ton manager et quel jour tu vas le trouver, il y a des chances que ça fonctionne mieux. Mais encore une fois, la clarté et la raison, c'est hyper important. Tu avais fait un super post sur LinkedIn sur Apple, par exemple. Que j'avais beaucoup aimé et qu'il analysait mieux que tous les autres qui l'ont commenté. Bah, tiens, j'en profite pour te jeter un petit commentaire. N'en jette plus, n'en jette plus. Mais du coup, pour tes auditeurs, je voudrais rappeler que Apple, alors ça a défié tout le sens commun et tout ce qu'on attendait de leur part, obligeait leurs salariés à revenir au moins 3 jours au bureau. Et donc, du coup, tout le monde tout le monde, en tout cas une grosse partie des salariés se sont regroupés pour dire ça n'a aucun sens, ça fait pas partie de notre culture, pour notre mission, ça ne fonctionne pas, on travaille de toute façon hyper silotée, on est international et il y a très peu de chances de toute façon que ce que je fais au bureau ne puisse pas arriver sur Slack
ou sur une autre plateforme digitale. Donc, quel est l'objectif caché d'Apple derrière cette obligation de revenir au bureau un certain nombre de jours? Je crois vraiment que cette notion d'être présent au bureau doit démontrer un sens hyper profond et une valeur pour les gens qui reviennent au bureau. Revenir se taper 2 heures de transport en commun pour voir les gens avec qui on ne bosse pas, quel est l'intérêt? C'est hyper intéressant, ça nous fait dériver sereinement vers la question du bureau et du rôle du bureau dans ce nouvel équilibre. Juste avant de rentrer là-dedans, je voulais donner un dernier exemple. On a parlé de Tesla, on a parlé d'Apple. Il y a Microsoft aussi qui publie beaucoup de choses en ce moment sur le futur du travail. C'est Et vrai. je trouve ça hyper intéressant. Ils ont un lab interne où, en fait, ils étudient vachement les interactions. Alors, ils se servent de leur propre cohorte d'équipes. Je crois qu'ils ont, je vais dire une bêtise, 30 000 personnes ou 60 000 personnes. J'ai plus le chiffre en tête, mais ils ont énormément de données à analyser sur les communications, comparer le moment où ils étaient tous à distance, le moment où ils sont revenus progressivement. Et là où quand même ça peut rejoindre un sujet qui était celui de Microsoft d'Apple pardon, en rappelant les personnes, c'est de dire effectivement quand on est tous à distance, nos échanges sont plus silotés, on est plus en interaction directe que avec les gens de nos équipes. Du coup, on perd le côté créatif, on voit moins ce que font les autres. Ok, on crée des comités, mais on n'a pas le temps d'ingérer toute l'information. On ne peut pas croiser vite fait en 5 minutes à la cantine ou à la machine à café, au water cooler, la personne d'une autre BU qui va nous débloquer sur un sujet. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant de dire, bah, en fait, il y a un des sujets du distanciel, c'est qu'effectivement, tu n'as plus ce côté un peu sérendipité, donc la capacité à trouver un truc auquel tu n'avais pas imaginé, parce que tu es effectivement sur un track avec des interactions qui sont limitées aux membres de ton équipe. Moi, je Voilà crois pour qu'il y la a un peu dernière une aparté. légende. Il y a une légende autour de la Oui. sérendipité. Soyons honnêtes, je sais pas, alors Mmh. toi et moi, dans nos expériences, comme on n'a pas 22 ans, on a eu le temps de vivre plein d'expériences dans des boîtes différentes. J'ai jamais vu un projet naître à la machine à café ou au détour d'un couloir. Et je défie quiconque vient avec un exemple qui était, c'est en rencontrant Jean-Michel dans le couloir qu'on a eu l'idée du siècle et le projet qui a tout changé chez nous. Tu as raison, Euh, et je pense que l'image de la machine à café est peut-être pas bonne, mais je visualise bien des organisations dans lesquelles il y a des tracks parallèles, où il y a des tracks qui doivent être séquents à un moment donné sur un projet. Et naturellement, le fait qu'on soit pas dans le même espace, bah, ça facilite pas les interactions sur ce sujet. Je pense qu'il y a un côté, je vais parler d'huile dans le moteur. Les gens de Renault avec qui je bosse aiment bien quand je parle de ça, mais c'est vraiment le côté, bah, on a perdu un peu de, il y a un peu moins il y a un peu moins de fluidité dans nos échanges. On est obligé de se forcer et à la longue, ça crée bah, ces problèmes de charge cognitive, ces problèmes de désengagement aussi des équipes qui voient moins leurs collègues. Alors oui, je pense qu'il y a des très bons storytellers qui vont te raconter qu'il y a eu des idées magiques qui sont nées à la machine à café, au water cooler. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais reste qu'il y a quand même ce sujet d'adhésion et surtout de fluidité dans les échanges qui est différent quand on est à distance et qui, à la limite, sur les boîtes qui sont remote by design, donc qui sont nées en remote, est moins problématique parce qu'en fait, les gens qui sont recrutés dans ces structures ont déjà une idée et sont intégrés, euh, font leur intégration de cette manière-là. Et donc, du coup, bah, on sait comment on doit communiquer dans ces boîtes-là. Là, on doit apprendre à travailler avec plus de distance et on ne va pas tous à la même vitesse là-dessus. Moi, je crois que ça tient moins à l'endroit où ont lieu les échanges d'idées qu'à la profondeur des échanges et de la connaissance que tu as des personnes avec qui tu dois travailler. Et pour le coup, autant je ne crois pas à la sérendipité du water cooler. En revanche, je crois infiniment dans le fait de s'être rencontré physiquement et de connaître les personnes avec qui tu bosses, même si c'est complètement en remote. Et j'ai pas mal d'exemples pour ça. J'ai le taux de churn des personnes qui ont été onboardées, accueillies, j'essaye de ne pas faire trop mon Jean-Claude Van Damme, mais qui ont été accueillies dans des nouveaux jobs pendant la crise du Covid, avec des gens qui n'ont pas rencontré leurs équipiers, qui n'ont pas rencontré leurs managers physiquement, et qui sont rentrés dans des boîtes et qui ont dû apprendre la culture de l'entreprise et les façons de travailler et connaître les personnes avec qui elles travaillent en 100% remote.
ça a été mais une hécatombe. Les gens sont pas restés et j'ai plus le pourcentage en tête, mais j'espère pas dire une bêtise quand je crois avoir en tête 36% des personnes qui ont pris un nouveau job pendant la période où on était tous en lockdown. C'est très élevé. Et donc ça prouve que on a besoin de toucher, connaître, avoir vu, échanger, bu une grenadine ou une bière avec les gens avec qui on doit travailler. Et j'ai un exemple génial là-dessus, c'est après avoir passé 3 ans chez WeWork, qui a été décrié pour sa culture, etc. Mais il y a une chose qui faisait de façon excellente, c'était regrouper les gens et faire en sorte qu'ils se rencontrent entre les gens qui travaillaient dans les bureaux de WeWork, avec les membres WeWork, mais aussi les salariés WeWork. Et WeWork était très connu pour ça, de dépenser énormément d'argent pour faire en sorte que tous les salariés WeWork se rencontrent au moins 2 fois par an à un endroit dans le monde. Et ça, j'en ai vu l'effet bénéfique, mais vérifié 150 fois. J'ai rencontré des Japonais, des Coréens, des Chinois, des Colombiens, des Argentins, des Chiliens, des Anglais, des Américains, avec qui j'ai eu des connexions et des projets, pour le coup en full remote, mais qui ont tellement avancé parce qu'on avait vécu des moments hyper intenses ensemble, qu'on avait partagé des moments de réflexion, mais aussi de vie quotidienne, de faire la fête, de visiter Universal Studios, d'avoir parlé pendant des heures sur des toits d'hôtel, rencontrer les gens en vrai et les connaître de façon presque amicale. Ça change tout sur la façon dont un projet va être fluidifié. Donc je crois à ça et du coup, peut-être sur ta question sur le bureau, c'est pas tant le bureau que les moments qu'on va passer. Et ça peut avoir lieu au bureau, c'est super. Et il y a un vrai intérêt psychologique à avoir un bureau à un endroit où on va pouvoir potentiellement se retrouver à tout moment quand on en ressent le moment. Mais au-dessus de ça, je place des activités communes, des moments de réflexion communes, des workshops. Et ça, c'est ton sujet. Et du coup, en fait, si je reformule ce que tu viens de dire, en fait, le futur du bureau, il est peut-être en dehors du bureau aussi, quoi. C'est pas Complètement. tellement le futur du bureau, c'est le futur De la connexion. c'est ça, du collectif, de l'activité collective. Exactement. Moi, je te donne un Et, exemple précis. Moi, Official, il est né du coup pendant le, pendant le Covid et on a la moitié de notre équipe est en full remote. Ils sont à Strasbourg, Montpellier, Aix-en-Provence, Paris pour ceux qui ne veulent pas aller au bureau. On se donne rendez-vous toutes les 6 semaines, tous ensemble. Alors, moitié au bureau parce qu'on a des bureaux, mais aussi moitié au restaurant, à un cours de cuisine, à un escape game, à un cours de surf, à une randonnée tous ensemble. On organise toutes les 6 semaines ce rendez-vous où on est tous, alors pour le coup, obligés de venir. Aucune absence est tolérée, c'est prévu en avance. Les dates sont décidées pour toute l'année, on sait quand ça va avoir lieu et on sait qu'il va y avoir un mix de boulot où on va travailler sur des sujets sur lesquels on veut les cerveaux de tout le monde, mais aussi des moments absolument pas boulot où on va faire tout sauf discuter travail. c'est hyper intéressant. Si je reprends le sujet tout à l'heure qui était de dire comment on aide le manager à organiser le travail en mode hybride dans son équipe, ce sujet que tu viens d'aborder est hyper intéressant. Alors, je pense que c'est une des pistes, on verra, il y en a peut-être d'autres aussi, mais c'est effectivement avoir d'une certaine manière des degrés de liberté sur ces sujets pour proposer des activités qui ne soient pas. Alors, je ne sais pas si c'est que productif le bon terme, mais en tout cas, qui ne soient pas que dans l'environnement du travail. Ouais, oui, Parce que oui. En tout cas, il d'ailleurs, faut laisser de la on peut place à. travailler hors des murs du bureau d'ailleurs. On peut travailler hors des murs du bureau, mais c'est plutôt de dire, bah en fait, oui,
si j'ai en charge l'animation de cette équipe, faut qu'on ait aussi des degrés de liberté sur ce sujet-là. Ouais, je Est-ce dirais que tu même vois d'autres c'est choses? travailler la relation, en fait, quelle que soit la Mm. façon dont tu travailles cette relation. Mais moi, je sais comment demander telle chose à telle personne de l'équipe parce que je l'ai vu vivre pendant 2 jours à plusieurs moments dans divers contextes. Et je sais que j'obtiendrai plus vite si je demande à 8 heures du matin ou à 22 heures ou par email ou par Slack ou par un coup de téléphone que cette personne, elle réagit mieux à un timing serré ou au contraire en lui laissant du temps. Et tout ça, je le découvre parce qu'on a eu des conversations qui n'ont rien à voir avec la gestion d'un projet et que je connais ses préférences et sa vie personnelle. Est-ce qu'il a des enfants, pas d'enfants? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une passion par ailleurs sur lesquelles on va pouvoir se retrouver, échanger et faire des blagues? Enfin, l'humour aussi, c'est important et c'est un peu dur de le développer en 100% Slack, sauf si on maîtrise hyper bien Ouais. l'art du GIF, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ou la punchline, ouais. Ou la Effectivement, punchline. faut faire des ateliers punchline ou GIF. Non, mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a, tu vois, c'est hyper intéressant, ça, c'est de se dire comment, dans des temps plus courts, développer du vécu commun. Parce qu'en fait, c'est exactement ça dont on parle. C'est d'une certaine manière remplacer le pur informel qu'on avait lorsqu'on allait déjeuner ensemble. C'est peut-être là où on va retrouver notre machine à café. Hein, mais, déjeuner ensemble, prendre un café le matin, aller faire du sport ensemble sur la pause déj ou le soir après le travail. Comment on recrée ce moment-là? Et est-ce qu'il faut aussi recréer ce moment-là? Est-ce que ça passe par là obligatoirement? Recréer ce temps-là peut-être en version accélérée, puisque de toute façon on a moins de moments ensemble quand on est dans un contexte où effectivement on n'est pas au travail 1, 2, 3, 4 jours par semaine. Est-ce que tu vois Bah, d'autres techniques que pour ces moi, moments c'est un peu ouais, d'off-site c'est créer des rituels très précis. Je pense qu'on peut pas on peut pas faire l'économie de rituels, même en remote, qui sont la réunion tous ensemble du lundi ou jeudi, enfin peu importe, chacun fait comme il veut, euh, avec des moments qui sont extrêmement bloqués dans l'agenda, qui nous permettent d'avoir ce moment sur lequel on peut compter. Et que ce moment soit un moment formel de travail sur un projet ou que ce soit un moment informel. Moi, j'ai beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont créé des moments informels du petit café du lundi pour juste savoir comment s'est passé le week-end. Tu te connectes pas, mais toute l'équipe sait qu'il va pouvoir faire un checking, partager une passion, etc. ou partager l'avancement d'un projet. En tout cas, ce que je vois en ligne commune à travers tous ces rituels, c'est qu'il doit être très incarné, c'est ce que tu disais, par le manager et qui il est vraiment. Que ce manager soit très clair sur ce que lui il veut faire pour son équipe et sa connaissance intime de son équipe et ce qui va permettre de les regrouper. Ça sert à rien de copier-coller un truc qui marche hyper bien chez Renault, chez L'Oréal, ça ne marchera pas, et chez L'Oréal, chez Fox Intelligence. Chacun a et même d'une équipe L'Oréal à une autre. Les CMO vont pas faire les mêmes choses que les RH et que l'équipe BizDev. Ça doit être très incarné et ça doit être très sur mesure. Ok, effectivement, c'est hyper clair. Euh, et il y a ce côté effectivement prise de recul en disant bah, ok, où est-ce que je vais aller avec l'équipe, c'est quoi mes enjeux en termes de collectif et au niveau du manager, hyper intéressant de réfléchir à ce sujet-là. Je reviens 2 secondes du côté plus immobilier de la chose. Parce qu'effectivement, on a cette question qui revient aussi en disant mais qu'est-ce qu'on fait de nos bureaux? On ne nous la pose pas directement, mais on sent qu'il y a cette réflexion en cours. Il y a beaucoup de travail de redesign des espaces aussi, de peut-être j'allais dire de satellisation aussi des espaces. Alors, une meilleure couverture du territoire, d'avoir peut-être des annexes, des succursales, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas cette notion d'antenne pour qu'on puisse se retrouver sans forcément faire ces 2 heures de commute dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez de la visibilité là-dessus? Alors, sur vos clients, sur les projets que vous lancez, est-ce que c'est au niveau d'un local seulement? Est-ce que c'est au niveau d'une, d'une, j'allais dire d'une cohorte, un nombre de sites? Comment ça se passe Euh, C'est, concrètement?
hyper variable. Alors, je vais commencer de la moyenne générale, qui est, on est à 40% de taux d'occupation des bureaux depuis Mmh. qu'on est revenu en mode hybride normal, c'est-à-dire où on n'a pas de jauge imposée, etc. Donc, 40% de taux d'occupation des bureaux, c'est 20% de moins qu'avant la crise du Covid, quand on n'avait même pas d'accord télétravail. Donc, on n'utilisait pas déjà énormément les bureaux hors Covid. Et moi, ça, j'ai pu l'observer notamment lors de mon passage chez WeWork. On avait autant d'entreprises de cultures différentes que de membres différents. Et pour autant, on n'arrivait pas à avoir sur une heure donnée un jeudi matin, plus que 60% des effectifs total des membres qui étaient inscrits. Et quand j'en parle avec les directions immobilières de nos clients qui sont plus gros, ils arrivent à ce chiffre-là aussi. Et la moyenne, alors tu vas avoir la moyenne aujourd'hui, elle est à 40%, tu tombes à 36% chez les pires. Et pour les meilleurs qui ont un peu une politique à la schlag de tu reviens et tu n'as pas le choix, on doit monter à 51%, je crois, pour ceux qui sont à fond sur le sujet du présentiel. Ça a un impact. Alors, du coup, tout le monde a choisi des choses différentes. Il y a la première partie qui sont tous les gens qui sont coincés avec leur beau. Je vous rappelle que hors espace de coworking, les beaux, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans hein, en France. Ça peut monter jusqu'à 12 dans certains pays, voire 20. Donc, il y a ceux qui vont devoir faire avec les bureaux actuels et se rendre compte qu'ils ont des étages entiers qui se vident. Et donc, du coup, comment ils vont réaménager ces bureaux en étant obligés de les garder? Il y a ceux qui ont eu l'opportunité, parce qu'ils arrivaient en fin de bail, du coup, qui voient une possibilité de récupérer de l'argent en allant prendre plus petit. Et moi, je trouve ça intéressant. Et puis, il y a ceux qui disent, et ça j'aime bien, c'est une expression de Mathieu Fouquet de OnePoint. Eux, ils disent que les bureaux sont la lettre d'amour que tu écris à tes salariés. Et donc, eux, ils continuent à dépenser beaucoup d'argent dans les bureaux en ouvrant de nouveaux espaces, en les aménageant de façon vraiment luxueuse et très agréable et en mettant plus d'espace collectif. Donc, y a plein de façons d'aborder, selon la maturité de ton immobilier, le travail hybride à la réalité du taux d'occupation. Il y a aussi des Mmh. boîtes qui ont dit on garde nos petits bureaux, mais on va aller prendre des abonnements dans des espaces de coworking qui sont plus proches des lieux de vie de nos collaborateurs parce que euh, bah, travailler chez eux n'est pas une option. Enfin, j'ai vraiment vu tous les cas de figure. Ce que je trouve intéressant au niveau des aménageurs, auxquels je parle beaucoup, avec qui je parle énormément, ils ont de plus en plus de projets qui s'orientent vers moins de places de bureaux assises, donc moins de bench, mais énormément d'espaces collectifs. Et ça, je trouve ça intéressant, et toi, ça va t'intéresser, c'est qu'ils mettent de plus en plus d'espaces dans lesquels une formation va être possible. D'espaces de réunion, de salles de réunion, de cuisine et petits salons améliorés, de petits phone booths parce que tu vas devoir passer tes coups de fil, de salles extrêmement bien dotées technologiquement pour que les réunions qui ont lieu moitié en présentiel, moitié en call, soient fluides et agréables. Donc, la tendance, c'est selon les moyens des entreprises, soit continuer à beaucoup investir dans le lieu de travail parce qu'ils en ont les moyens et de garder leur mètre carré et d'en faire des smart buildings. Et puis d'autres qui vont satelliser et donner d'autres opportunités de travailler ailleurs. Nous, on parle tous les deux pas mal à Renault et c'est un de tes clients redondants. Eux, ils ont une politique intéressante, c'est qu'ils ont divisé par 4 leur mètre carré. Donc, ils incentivent leurs employés à rester à la maison. Donc, tu gagnes 10 euros à chaque fois que tu restes chez toi dans la semaine, avec un maximum de 3 jours par semaine, il me semble.
Mais voilà, c'est aussi une tendance qui se dessine. Ouais, c'est une tendance. Après, ça pose d'autres problèmes. Problème de jauge aussi, les jours où tout le monde vient. C'est-à-dire que le mardi, jeudi, la cantine est surchargée. Ouais, mais alors Mais ça, moi, effectivement, je veux bien rebondir là-dessus. Moi, je trouve ça hyper intéressant, les bureaux surchargés. Et c'est un learning que je tire de WeWork. La suroccupation des locaux, ça crée plus plus de créativité, plus d'énergie. Et du coup, ça a même été évalué à la hauteur des villes par des économistes. Ça crée plus de PIB. La productivité est hyper intense quand on est plus nombreux au mètre carré. Donc reproduire ça au niveau des bureaux, moi j'ai tendance à dire, mais faites ça à la limite, choisissez 2 jours où tout le monde sera là en même temps et le bureau est prêt à claquer, plutôt que d'aligner une semaine en ayant 30% de jauge par jour pour qu'il y ait toujours un peu de monde. Ça, en fait, ça crée de la solitude au bureau, qui est celle qu'on veut éviter. C'est t'arrives et t'as l'impression que tu sais, comme dans les westerns, t'as les bottes de paille qui roulent dans les allées. ouais, c'est le phénomène du restaurant plein, quoi. T'as tendance à aller dans le restaurant qui est plein alors que l'autre à côté Exactement. est vide. Ok, non, mais merci beaucoup du partage. Hyper intéressant ton analyse sur les différents cas de figure. Bon, je retiens que si tu as une chaise de bureau à acheter, tu peux aller sur le bon coin, normalement, tu vas trouver des trucs en ce moment. Non, mais c'est hyper intéressant aussi cette transformation de l'espace de travail, cette prise en compte aussi de ces nouvelles modalités de travail. Se poser la question de dire, bah, ok, si on vient au bureau, c'est pas pour travailler derrière un écran assis toute la journée, mais aussi d'avoir des échanges et de faire des bureaux un peu plus, alors je sais pas si c'est vivant le terme, mais en tout cas le plus ouvert possible et qui favorise le partage. Ouais, il faut Est-ce que être tu aurais super quelques concentré. derniers conseils à donner à un manager qui se pose la question comment j'organise mon équipe en hybride? Là, c'est le bazar. La direction qui veut qu'on ait 3 jours de distanciel par semaine. Moi, j'ai des cas particuliers sur chaque personne de mon équipe. Est-ce que tu aurais un ou des conseils à lui donner? Ouais, bah, j'ai un conseil évident qui est de se fonder sur la data. Parce que notre cerveau, quand même, a l'habitude de créer des biais. Il y a les gens que tu as l'impression de voir tout le temps, ou cette impression d'avoir vu beaucoup de monde, ou à l'inverse, d'avoir vu personne. Et je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais demander aux gens d'enregistrer leur présence. Alors c'est mieux si c'est dans Official, mais si c'est sur un Excel, ça me va aussi. Mais je conseille aux managers, en tout cas, d'avoir une vraie donnée consolidée de la présence collective des personnes au bureau. Et honnêtement, on va dire que les cordonniers sont plus mal chaussés, mais il y a 2 heures avant notre enregistrement, je le faisais avec ma propre équipe, où on se disait, est-ce qu'on va garder nos bureaux, ou est-ce qu'on les rend, parce que pour nous, c'est hyper important, pour ceux qui aiment aller au bureau. J'ai regardé, on est sur ce trimestre-là à 23% d'occupation des bureaux. Et j'ai regardé au cas par cas qui je croise pas, et j'ai l'impression que moi, j'ai vu tout le monde. En réalité, il y a des gens que j'ai pas vus depuis 5 semaines, qui sont des gens qui sont censés venir au bureau à chaque fois. Et donc, faire monter la conversation managériale sur Baptiste, on ne s'est pas vu depuis 5 semaines, on s'est probablement mal organisé. Pour autant, tu as fait tes 2 jours au bureau, et moi aussi, et on n'a pas réussi à se croiser. Est-ce qu'on ne devrait pas le faire un peu différemment? Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter un call ou un déjeuner ou une séance de sport ensemble, ou un petit meeting en marchant, peu importe, mais trouver des rituels avec les gens en fonction de la réalité du moment qu'on passe ensemble, et pas l'imagination ou la rencontre perçue, qui est souvent très, très fausse par rapport à la réalité. Si tu m'avais demandé avant que je regarde mes stats, je t'aurais dit je vois tout le monde au moins une fois par semaine. Et c'est faux. C'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour le conseil. Je vais me l'appliquer à moi-même. Je trouve particulièrement pertinent. J'ai quelques petites dernières questions à te poser, plus sur ton apprentissage. On est sur des sujets nouveaux, on est sur des sujets qui évoluent. On a commencé par réagir sur ce petit billet d'Elon Musk qui est apparu il y a 2-3 jours. Toi, comment tu apprends sur ces sujets? C'est quoi tes routines? Est-ce que tu as
méthodes à partager, des petits réflexes dans ton organisation personnelle Ouais, bah, moi, là-dessus? je passe ma vie à apprendre. Premièrement, je lis énormément sur LinkedIn les posts des individus qui sont pas des RH, qui sont pas des managers et qui sont des ressentis de tout le monde. Je vais lire aussi des tweets, mais je me mets des hashtags et des alertes sur travail hybride, présence au bureau, télétravail, etc., pour comprendre la réalité de tout à chacun sur le vécu de cette période et qui est encore en train de grandir. Donc ça, c'est la partie, on va dire, où je vais au plus près des utilisateurs et de la réalité granulaire. Évidemment en interrogeant les gens à chaque fois que j'en ai l'occasion en réel. Ensuite, il y a la deuxième partie, mais qui est liée à mon activité. Pour moi, c'est très simple. Je parle à des RH et à des managers toute la journée. Et donc, à chaque fois, je vais leur demander à eux comment c'est organisé, comment c'était organisé avant et comment ils se projettent dans le futur. Et donc, ça, c'est évidemment 5 à 10 fois par semaine. Et la troisième chose, c'est donc la littérature. Je trouve que Harvard Business Review publie beaucoup là-dessus. Il y a plein de choses intéressantes. Tu parlais de Microsoft qui a ce lab sur le futur du travail qui publie énormément et qui a des stats qui utilisent un panel qui est hallucinamment large, donc qui donne des tendances hyper intéressantes. Qu'est-ce que j'oublie? HBR, Microsoft, ça c'est vraiment mon quotidien. Je vais lire aussi les newsletters de tous les acteurs qui sont positionnés sur l'hybride et sur le futur du travail. Je vais regarder ce que font par exemple les espaces de réunion. Comet, par exemple, ils ont toujours plein de choses à dire. Victor Caro qui publie pas mal là-dessus. Je lis beaucoup ce que tu publies évidemment sur LinkedIn et quelques influenceurs voilà, sur ce sujet. Les gens aussi qui font du mobilier pour le remote et qui vont avoir une revue de presse hyper large. Et puis moi, j'ai la chance d'avoir en interne une personne en charge de la com et du contenu qui fait des revues de presse et qui va chercher absolument tout le contenu et le ratisser partout dans le monde. Donc, je suis exposée à énormément de littérature. Il y a la Fondation Jean Jaurès aussi, qui publie des trucs passionnants. Voilà. Il y en a partout, en Ok. fait, à qui c'est regardé. Mais, Non, mais c'est top. Merci de nous avoir partagé tes sources de Et veille. Welcome to the Jungle, Euh, j'allais oublier Laetitia Vito, qu'on aime beaucoup tous les deux. ok, très bien. Si on veut te contacter, on fait comment? LinkedIn, bien sûr. Je suis LinkedIn, toujours ok. présente. Je mettrai le lien en description. Est-ce qu'il y a une personne qu'il faut absolument qu'on convie dans ce format pour écouter son savoir, son retour d'expérience, quelqu'un que tu aimerais bien entendre ici? Alors, je réfléchis parce qu'il y a les gens que j'aime Il y a un entendre bonus si tu sais nous d'habitude. la présenter. Ouais, alors du coup, je t'ai cité Laetitia Vito parce que j'adore ce qu'elle raconte sur le sujet et toute l'équipe. Alors oui, non, tu sais qui j'aimerais beaucoup avoir et moi, j'ai pas réussi à l'avoir sur mon podcast. Je voudrais que tu réussisses à avoir Jean-Charles Samuelian Dallan. Ok, Parce que lui, sur le futur tac. du travail et la théorisation du travail, il est hyper intéressant. Il a écrit un petit bouquin là-dessus. C'est à l'épreuve de son management depuis quelques années maintenant. Donc, moi, j'aimerais bien Mm. l'entendre. Je trouve qu'on n'entend pas assez sur le sujet. Il n'est pas assez dispo. Et une deuxième personne que je te donne en bonus et que je peux te présenter, pour le coup, c'est Pauline Kejman chez Kering, qui s'occupe Ouais. du learning. Et elle fait plein de trucs fabuleux. C'est pareil, elle n'est pas assez invitée sur les podcasts. Donc, je te fais une intro avec grand plaisir. Eh ben merci beaucoup. Et pour Jean-Charles, on va espérer que quelqu'un lui parle de nous. S'il y a des gens chez Alan qui nous écoutent, n'hésitez pas Allez, à venez. transférer l'invitation et on va faire partir un petit email quand même sur le sujet. Merci beaucoup Audrey, c'était passionnant. J'espère pour les auditrices et les auditeurs qui nous suivent jusqu'ici qu'on a réussi à vous donner des clés pratiques sur ces sujets.
Sachant que je pense qu'on peut réenregistrer un épisode complet dans 3 mois ou dans 6 mois. Les choses ont encore évolué. Les notions clés sont là, mais le contexte évolue. Donc, Audrey, avec plaisir si tu es d'accord, pour un rendez-vous dans 6 mois, voir comment tout ça a évolué. Évidemment. Je te remercie encore une fois pour tes insights et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, Baptiste. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.